IDFM 98 de la Bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va parler des œufs ce soir. Des œufs. Est-ce que la poule vient de l'œuf ou est-ce que l'œuf vient de la poule? Ce ne sera pas le sujet de l'émission, mais on va se poser des questions avec Sophie Hardy, Hardy, qui est donc une chamane qui va se présenter tout de suite. Bonsoir Sophie Hardy. Bonsoir Joël. Chamane qui était en Costa Rica, je crois, il y a quelques temps, pas si longtemps que ça. Très gentil de m'appeler chamane, mais c'est beaucoup de responsabilités et je ne me considère pas comme une chamane. Par contre, je travaille avec des médecines chamaniques, oui, et j'ai été formée par des chamanes indigènes. 14 ans au Costa Rica et 17 ans au Venezuela, donc 30 ans d'expatriement de la France. Et là, je viens passer quelques mois ici. Et après, vous repartez? Moi, j'ai senti il y a quelques années qu'il fallait que je fasse un peu le pont entre l'Amérique, tout le cordon rouge, ce qu'on appelle le cordon rouge, et ma terre natale. Et c'est ce que je suis en train de créer, en fait, ce pont. C'est-à-dire que tout ce que... Moi, je suis née avec des codes celtes, des codes druidiques. Je suis partie très jeune en Amérique latine. Et là, j'ai récolté, semé, créé des nouvelles informations à l'intérieur de moi, donc une nouvelle énergie. Et je sens qu'il y a un réel besoin que toutes ces énergies soient apportées en France pour faire ce qu'elles doivent faire. Je ne sais pas exactement quoi, parce que des fois, je fais des choses que je ne sais même pas ce que je fais. Mais en tout cas, voilà, c'est un appel du cœur. J'ai eu des messages qu'il fallait que je revienne semer des graines de toutes ces connaissances que j'ai accumulées en 30 ans. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, l'idée, c'est de vivre 6 mois de l'année en France et 6 mois de l'année au Costa Rica. Et là, j'y reste jusqu'en décembre. J'espère que je vais tenir le coup parce que j'aime pas trop le froid. Je suis plus habituée à ça. Oui, alors le cordon rouge, on va parler de cordon quelque part, parce qu'on va essayer de se reconnecter, de se remettre un peu. C'est quoi ce cordon rouge? Alors, le cordon rouge, en fait, c'est le nom qu'on donne à tous les peuples peau rouge, d'Amérique. Donc, c'est depuis le nord, depuis l'Alaska jusqu'en Terre de Feu, tous les peuples indigènes d'Amérique, on les appelle le cordon rouge. Ça vient en fait des peaux rouges. C'est donc toute la partie chamanique, toute la cosmovision et le rapport à la vie et à ces visions très simples en fin de compte. Et quand on parle de cordon rouge, on parle je dirais, d'une philosophie de vie, d'une façon de vivre qui est très proche de la terre, de l'écoute et de l'observation. Mais on parle aussi de tous les peuples chamaniques amérindiens et voilà, c'est ça le cordon rouge en fait. Donc moi je suis pas peau rouge évidemment, moi je fais partie des Celtes, mais ça fait 30 ans que je vis avec des enseignements du cordon rouge et qui prennent leurs racines on va dire de tout ce que nous on connaît bien avant les religions, c'est-à-dire le paganisme, tu vois. Et c'est très puissant et le message est le même en fin de compte. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'au bout de 30 ans, je me rends compte que le message est le même. Certaines pratiques sont un petit peu différentes, certaines terminologies sont un peu différentes, mais le message, il est exactement le même. Alors, c'est quoi ce message? Oh, c'est simple. Soyons heureux parce qu'on est là pour ça et vivons en petite communauté en respectant les cycles et en respectant la terre, notre mère. Voilà, c'est ça, en gros, le message, il est magnifique. Et on a fait tout l'inverse. Alors, on enregistre cette émission, on est en pleine lune, là, et est-ce que la lune est importante dans ces pratiques? La lune c'est ce qui nous rapporte au cycle. Le cycle lunaire, il est important déjà de par sa fonction des os. On le retrouve aussi dans toutes les médecines ancestrales comme la médecine chinoise. Pour les peuples indigènes, pour revenir à ça, la pleine lune, les nouvelles lunes et chaque cycle de la lune est important. Par contre, pendant la pleine lune, on fait des cérémonies. C'est le moment, je dirais, de reconnaître ce que nous avons reçu, parce que la pleine lune, quand la lune grandit et qu'elle arrive à son expansion maximale, donc au niveau de la pleine lune, c'est tout ce qu'on a semé en nouvelle lune, toutes nos intentions, justement. C'est beau, tu as sorti une belle carte là tout à l'heure des anges. Mais c'est ça, c'est toutes les intentions semées en nouvelle lune qui devraient avoir grandi pendant la croissance de la lune. Et donc,
en pleine lune, on est en célébration de gratitude par rapport à tout ce qu'on a reçu, à tout ce qu'on a, et puis immédiatement en lâcher prise, parce qu'il faut s'attacher à rien, en lâcher prise complet. Donc, on est aussi dans les intentions de lâcher prise. Ok, donc on a parlé de la lune pleine. Est-ce que quand la lune est en nouvelle lune, est-ce que ça correspond à cette fameuse lune noire qu'on a en commun toutes les deux? Est-ce que c'est Oui. la même chose? Oui, bah déjà, la lune noire, dès qu'on parle de noir, c'est amusant dans nos mentalités, on va dire, occidentales. Le noir, on juge tout de suite ça comme quelque chose de négatif, alors que l'obscurité est essentielle. Et la lune noire, elle est essentielle parce que quand on ne voit plus à l'extérieur, quand il n'y a plus de lumière, eh bien, il faut regarder à l'intérieur. Et en général, les gens qui, comme nous, sont amoureuses de la lune noire sont des personnes qui aiment aller à l'intérieur, sont des personnes très profondes, qui n'ont pas peur de l'obscurité, qui n'ont pas peur d'aller voir à l'intérieur d'elles-mêmes ce qu'il faut voir et ce que la plupart des gens ne veulent pas voir. Et puis, c'est une énergie très particulière pour travailler certaines choses et puis surtout pour créer, parce que c'est à partir du rien, c'est à partir de l'obscurité qu'on peut tout créer. Donc, la nouvelle lune, donc la lune noire, pour moi, elle est très puissante pour les créatrices, en fait. Tu dois être une super créatrice, Joël. Je pense qu'on l'est tous, on est tous des créateurs, des créatures, Ouais. donc on est tous là pour créer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je suis allée voir un ostéopathe début de semaine dernière et que j'ai visionné, quand il me posait la main sur la tête, un espèce d'œuf qui était là devant moi, un gros œuf, une couleur rose saumon. Et que ensuite on s'est retrouvés au téléphone toutes les deux pour préparer cette émission, et que toi tu es une spécialiste des œufs de Yoni, émission que j'avais pas faite il y a quelque temps avec Lilou Massé parce que je trouvais que ça avait un petit côté. Bon, j'étais pas prête à l'époque à faire une émission là-dessus, et il se trouve que tu es quand même une spécialiste de ces œufs de Yoni, et donc on va aller plonger un peu dans l'intérieur des femmes. Puisque lorsque j'ai eu cette vision, on peut dire, de cet œuf, l'ostéopathe m'a dit, mais oui, c'est bien, vous devriez aller vers les œufs d'Ioni, et que j'avais comme message aussi que ça pouvait aider beaucoup la planète dans ce qu'elle est en ce moment, si les femmes commençaient à se rebrancher à leur intérieur, à aller dans cette obscurité. On va parler des œufs d'Ioni. Ça n'a rien à voir avec les boules de geisha, hein, on est d'accord. Alors, la pratique que j'offre, que je propose et cette médecine que je porte depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, elle est diamétralement opposée à tout ce qu'on peut trouver, on va dire, dans le net. Quand on met œuf de yoni, pratique de l'œuf de yoni, on trouve des choses qui sont très intéressantes, mais qui sont reliées, on va dire, aux pratiques asiatiques, au Kama Sutra, au Geisha, comment avoir plus de plaisir, comment augmenter la libido, comment rétablir à travers justement le plus de fermeté dans le vagin, travailler la fonctionnalité du périnée. Tout ça, c'est ce qu'on trouve un peu partout. Moi, ma pratique, elle est complètement différente. C'est vraiment une pratique, curieusement, on ne la trouve pas sur le net. On ne trouve absolument aucune, à part se mettre sur ma page web, mais à part ça, on ne trouve rien. Et c'est une pratique ancestrale. Alors déjà, on n'utilise pas des œufs percés, on n'utilise pas de ficelle. C'est une pratique qui vient du Mexique, notamment donc d'Amérique centrale, mais qui s'est développée dans les peuples chamaniques et surtout dans les tentes rouges. C'est vraiment des pratiques très, très puissantes. Moi, je dirais même que c'est des rites de passage pour des femmes. Et en fait, cette pratique, elle est basée sur le nettoyage énergétique, émotionnel de toutes nos mémoires ancestrales et de nos mémoires actuelles à l'intérieur de nous. Alors moi, le yoni, je l'appelle le yoniverse. C'est comme un univers, en fait, à l'intérieur de nous.
c'est cet univers que nous portons, qui est notre chaudron sacré, d'où vient aussi le feu sacré. C'est l'endroit pour des femmes, de notre culture, on va dire, européenne. C'est l'endroit le plus tabou, peut-être, le plus oublié, le plus des fois méprisé, voire c'est un endroit qui nous fait un peu peur. Et pourtant, c'est le centre de notre créativité. Et pour moi, c'est le lien le plus direct à Dieu. Et quand je dis Dieu, je ne parle pas d'un Dieu catholique de je ne sais quelle religion, je parle vraiment de l'Hométhéo qui représente le Dieu et la déesse. Cette pratique, elle est extrêmement puissante. D'abord, on commence par un œuf d'obsidienne. Alors pourquoi? Moi, je prends toujours l'histoire du jardin. Quand tu rentres dans un jardin, et que le jardin il est en friche parce que tu ne l'as pas regardé, tu t'en es pas occupé, tu as fait autre chose dans ta vie, tu as travaillé d'autres choses, mais ce jardin, c'est un peu un jardin secret, mais un peu oublié. Et tu rentres dans ce jardin, faut le défricher, il faut le nettoyer. C'est rempli de ronces, c'est un peu la forêt vierge, entre guillemets. Et donc, le premier stade d'un rituel, c'est donc le nettoyage. Et il faut savoir qu'à l'entrée de notre vagin, il y a des capteurs nerveux qui contiennent toutes nos mémoires. Alors, les scientifiques disent que ce sont nos mémoires émotionnelles de notre vie actuelle. J'ai pu voir chez les femmes que j'accompagne qu'on arrive, et même avec mon expérience personnelle, qu'on arrive à faire ressortir des mémoires de notre lignage, c'est-à-dire des mémoires que portons, qui viennent de notre mère, de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère, et voire peut-être même plus loin. Et là, on arrive, et c'est là où je vais arriver directement à la réponse de ta question sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et cette vision que tu as eue, très intuitive et en même temps qui fait tout son sens pour moi, c'est que si on arrive à guérir toutes ces mémoires, on redonne une puissance extraordinaire à la femme, donc à la créatrice. Et en donnant cette puissance à la créatrice, on retrouve cette porteuse de feu, cette porteuse de sagesse, cette guerrière de lumière que nous sommes au fond de nous-mêmes, mais qui a été violée, battue, tue, on va dire aussi brûlée dans d'autres vies. Et nous portons tout ça à l'entrée de notre vagin. Et ça, c'est complètement dingue. Et à partir du moment où on nettoie tout ça, eh bien, on peut retrouver cette puissance de voix. Alors, après toutes ces années de pratique, je me suis rendu compte que la femme, très souvent, n'ose pas dire non déjà. Combien de femmes qui vont écouter l'émission, ou toi ou moi, combien de fois on n'a pas dit, on s'est tu, on voulait dire non à quelque chose et on a quand même fait. Ou même dans quelque chose de beaucoup plus intime, on n'avait pas envie de faire l'amour avec notre partenaire et on l'a quand même fait. Donc, la femme a été pendant des milliers d'années, on va dire un peu plus de 2000 ans, pour être plus exact, a été tue. Et là, tout d'un coup, on nettoie toutes ces mémoires d'avoir été tue, battue, violée, cramée sur le bûcher. Et tout d'un coup, on peut parler. Et en fait, la puissance, et on est dans l'ère du Verseau, donc le féminin rejaillit, qu'on le veuille ou non. De plus en plus de femmes sont en train de travailler leur féminin sacré et savent et ont des visions qu'il faut qu'elles fassent quelque chose, qu'il faut qu'elles retrouvent leur voix intérieure, qu'il faut qu'elles retrouvent leur puissance intérieure, qu'il faut rallumer le feu intérieur. Et cette pratique, elle est incroyable pour ça, en fait. Mais c'est une pratique qu'il faut faire accompagner parce que ça peut être puissant. C'est tellement puissant que ça peut même, si on n'est pas accompagné, on peut se perdre. On peut ne rien comprendre. Moi, la première fois que j'ai fait ça, je l'ai fait toute seule, en mode j'ai trouvé mon œuf et je vais me le mettre et on va voir ce qui va se passer. Et je me suis retrouvée à plus pouvoir dormir au bout de la 3e nuit et à faire un cauchemar épouvantable et à pas savoir quoi en faire de ce truc-là. Et donc, c'est pour ça que j'offre cet accompagnement aussi, bien sûr, parce que je pense que toutes les femmes devraient le faire, ce nettoyage.
ça donne une puissance individuelle qui s'expand sur le collectif, parce que tout ce qu'on fait individuellement en tant qu'être humain a une connotation dans le collectif. C'est jeter une pierre dans un étang et ça fait des vibrations et ça va c'est du microcosme vers le macrocosme. Donc, oui, on a besoin des femmes en ce moment. On a besoin de la voix des femmes. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre dans le monde en ce moment, ça va changer à travers les femmes. Ça ne peut que changer à travers nous. Ça, j'y crois dur comme fer. Donc, ta vision, elle est en plein dedans pour moi. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, idfm98.fr, sur toute notre planète Terre et peut-être même dans l'au-delà, qui sait, si on ne nous écoute pas d'ailleurs encore. Nous sommes avec Sophie Marty, nous parlons des œufs de yogi. Elle est en train d'écrire, cette écriture est en cours d'un livre sur les yogi eggs, qui est en cours de rédaction et qui paraîtra certainement en 2022. Sophie, est-ce que vous pouvez raconter brièvement votre première expérience chamanique? Après, on revient vraiment sur la façon dont on s'occupe des œufs, comment on les choisit, comment on les met, comment on les retire. Mais votre première expérience chamanique. Alors, je vais parler de ma première expérience chamanique du rituel de Yoni, ok? Parce que ma première expérience chamanique, elle est bien avant, elle date de plusieurs années avant, mais ma première expérience du rituel de Yoni, en fait, j'en parle dans mon livre, c'est parce que j'étais au Venezuela, on était en cercle, et puis il y avait une femme plutôt âgée, qu'on appelle une abuela, une grand-mère, une femme après 50 ans, une femme qui n'a plus ses lunes, est considérée comme une femme sage. Et donc, on l'écoute. Et cette femme avait beaucoup plus que 50 ans, elle avait à peu près, je ne sais pas, elle était sans âge, entre 70 et 80 ans, et elle parlait. Et elle parlait de l'œuf de Yoni, de l'œuf d'obsidienne. Et moi, je traînais l'oreille, je comprenais un petit peu ce qu'elle disait, et puis ce que j'ai capté, c'était qu'avec un œuf qu'on met à l'intérieur de notre vagin, eh bien, on peut tout nettoyer. Donc, je suis repartie de là. J'ai posé aucune question à l'époque. Je suis repartie de là, c'était il y a 18 ans. Je suis partie de là en me disant, je vais me trouver un œuf, mais comme déjà, j'ai toujours cru que les choses, elles viennent à toi quand tu décides de les faire. Et si elles ne viennent pas, c'est parce que ce n'est pas encore le moment. Donc, je me dis, je vais trouver un œuf de Yoni, il va venir vers moi, et quand je l'aurai, je vais me le mettre dans mon vagin et je vais tout nettoyer. Donc, je me retrouve sur un marché à voir là à écouter en fait. J'ai entendu une Mexicaine qui parlait et je savais que la pierre d'obsidienne, c'est une pierre mexicaine. Donc, ça a fait tilt. Mais c'était des mois après, ça a fait tilt et je suis allée voir cette Mexicaine et je lui ai dit est-ce que tu vends des œufs de Yoni? Elle vendait de l'artisanat, des très beaux colliers faits avec de l'obsidienne. Et là, elle me regarde et elle me dit alors ça, c'est un œuf, il n'est pas sur le stand, il est dans mon sac parce que à qui j'allais vendre un œuf sur ce marché? Mais je dis à moi. Et donc, elle me sort l'œuf et là, je tombe amoureuse de mon œuf. C'est quand même assez puissant, un œuf d'obsidienne. C'est un noir profond, brillant et là, j'ai une connexion immédiate. Je sais que c'est mon œuf. Je lui achète mon œuf. Et j'arrive chez moi, je le mets dans du gros sel, je le laisse dehors sous la lune, le lendemain au soleil. Heureusement, j'avais une petite notion de comment nettoyer, comment charger un œuf. Et puis, le surlendemain, hop, je vais me coucher, je le mets dans mon vagin et je dors. Jusque-là, tout va bien. La première nuit, tout va bien. La deuxième nuit, tout va à peu près bien. Une nuit un peu agitée, mais la troisième, une catastrophe. Je fais un cauchemar terrible et ça a duré comme ça pendant 3 nuits. Et donc, je fais pendant plusieurs nuits le même cauchemar. Je suis allongée sur une table en fer, la lumière est blanche. C'est comme si j'étais dans un hôpital, mais je ne suis pas dans un hôpital non plus. Et là, il y a un homme masqué avec un masque de la Deuxième Guerre mondiale qui me torture. Moi, je suis attachée à cette table et il me torture littéralement. Il me met en fait une barre de fer à l'intérieur du vagin. Et je sens dans mon corps, dans mon rêve, c'est un rêve très lucide, enfin un cauchemar même, très lucide. Je ressens la barre de fer, je ressens la douleur, je ressens la mort à l'intérieur de moi. Et je me réveille en nage. 3 nuits comme ça. La troisième nuit, je me réveille, je tremble, je suis en état de choc. Et j'ai personne à qui parler. À qui je peux parler de ce truc de dingue? Donc, j'arrête le rituel, je range mon œuf, je me dis, oulala, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais je ne gère pas. Et je ne peux pas continuer, ce n'est pas possible. Donc, j'arrête tout. Et puis,
l'année suivante, je retourne voir cet indigène et je pose la question. Je dis, oh là là, moi, il m'est arrivé ça et je ne comprends pas. Et là, je me fais engueuler littéralement. Et elle me dit, mais tu ne peux pas faire ça toute seule. C'est pas possible. C'est un rituel qu'on doit faire entre femmes. Et tu dois le faire avec une femme qui est expérimentée, qui a déjà fait tous les rituels et qui sait et qui peut t'aider, quoi, émotionnellement, énergétiquement. Voilà, c'est un rituel chamanique. Tu fais pas un voyage chamanique toute seule. C'est pas possible. Et là, je comprends l'ampleur de ce que j'ai fait. Je comprends l'ampleur du rituel aussi. Et du coup, je fais le rituel avec elle. Et là, ça a été une expérience extraordinaire d'ailleurs. Et très longtemps après, des années après, j'ai compris, pendant ce premier rituel, j'ai compris l'ampleur du chamanisme. Ces sauts quantiques qu'on peut faire, ces voyages à travers le temps, parce que le mot chamanisme, c'est, enfin, en tout cas, un chaman, littéralement parlant, c'est quelqu'un qui voyage dans le temps et l'espace. Et là, il fait un voyage complètement dingue. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu dans mon rêve, non seulement ça ne m'appartenait pas, mais je le portais à l'intérieur de mes mémoires, alors que c'est quelque chose qui a été vécu par une femme de ma famille, donc directement, et ça a été vécu alors que j'étais déjà née. Donc, c'est ça qui est complètement fou. J'aurais compris quelque part, avec plus de logique, j'aurais compris que je portais ces mémoires-là. Si cette femme avait subi ce traumatisme, moi, dans le ventre de cette femme, mais là, c'est pas du tout ça. C'est que je suis née, cette femme, des années après, a vécu quelque chose d'épouvantable, puisqu'en fait, ce qu'elle a vécu, c'est un avortement, mais un avortement dans des conditions épouvantables, où elle a failli perdre la vie d'ailleurs, elle a failli perdre tout son sang et perdre la vie. Et moi, j'étais déjà née et je portais ces mémoires, qui sont des mémoires ancestrales, puisque c'est une femme qui est avant moi. Moi, je suis sa descendante. Donc, c'est là où j'ai compris l'ampleur du chamanisme. C'est qu'en fait, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Il y a comme disent les chamans, il y a des esprits qui sont créés par nos pensées et nos actes et qui viennent se loger dans des endroits qui sont souvent inaccessibles, parce que dans ce cas-là, c'est un tabou, c'est quelque chose qu'on ne veut que personne ne sache, c'est quelque chose qu'on veut cacher, et ça s'est caché à l'intérieur de moi, cette mémoire, et moi, eh ben, c'est un petit peu mon énergie à chaque fois, c'est que je fais ressortir ce que tout le monde veut cacher. Donc, j'ai fait ressortir le gros morceau. Et quand j'en ai parlé à cette femme de mon lignage, j'ai senti à quel point le fait d'avoir vécu son expérience, de pouvoir lui en parler et de l'avoir, moi, comprise à travers mon processus de l'œuf de Yoni, eh bien, cette femme a libéré quelque chose en m'écoutant. En m'écoutant lui dire, j'ai compris ce qui t'est arrivé et c'est guéri, c'est fini. Et ça ne se reproduira plus jamais. J'ai cassé ce schéma de l'avortement dans notre famille. Et ça a été puissant, parce que j'ai vu cette femme, pour la première fois de ma vie, pleurer et verser des larmes devant moi, alors que c'est quelqu'un de très dur. Donc oui, ça guérit et ça voyage dans le temps et dans l'espace, c'est clair. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu aussi comme la théorie du centième singe, c'est-à-dire que quelque part, ce qui arrive à une, ça arrive aux autres. Je pense que on en est toutes conscientes de ça. Alors, un rite de passage qui va commencer. Dans ce que tu fais, tu proposes une initiation, donc je pense que c'est par Zoom hein, pour l'instant, avec 3 fois 3 mois, ce qui fait une grossesse, en commençant par une obsidienne, en commençant par une pierre noire. Quand Ouais. tout à l'heure tu as dit que tu l'avais gardée 3 nuits de suite, est-ce que tu l'avais gardée aussi 3 jours de suite? Ou est-ce que tu la retirais et tu la remettais le soir? En fait, la pierre le matin, et c'est là où on revient à l'œuf et à la poule, c'est que d'une façon logique, la pierre le matin, l'œuf le matin est pondu, littéralement pondu. Moi, les premières fois, j'avais vraiment l'impression de poule. Je me levais, j'allais aux toilettes et puis hop, mon œuf tombait. Donc, il faut même faire attention à ce qu'il ne tombe pas dans les toilettes. Mais l'œuf, normalement, le matin, redescend par apesanteur, hein. Il redescend, il sort, on le nettoie, on le passe en général à l'eau et on le met sur un autel. C'est-à-dire qu'on
on crée à l'intérieur de chez nous, en fait, de notre chambre ou quelque part dans la maison, un endroit où l'œuf va se reposer toute la journée. Et il va aussi être honoré parce qu'il représente cet œuf, notre parcours du féminin sacré. Il représente le travail que nous faisons à l'intérieur de nous-mêmes et que le feu de la terre, parce que c'est quand même l'obsidienne, c'est une pierre de feu, c'est la lave littéralement qui est vitrifiée. Donc ça vient des entrailles de la terre et on les met dans nos entrailles à nous. Donc c'est quand même très puissant. Et cette pierre, on va la laisser, cet œuf, on va le laisser se reposer dans la journée, mais on va lui donner une place sacrée parce que ce rituel rentre dans le cadre du sacré. Et c'est vraiment en ça aussi que cette médecine est une médecine chamanique. On revient dans le féminin sacré, on revient dans tout ce qui est sacré. Et cette pierre est sacrée, elle va être sacrée pendant 3 mois, voire plus, parce que moi, ma pierre, je l'ai depuis des années maintenant, et elle me suit partout. Et donc, le jardin se nettoie, c'est avec l'obsidienne. Une fois que le jardin est nettoyé, qu'est-ce qui se passe d'une façon logique? On va mettre de l'engrais, on va préparer la terre pour les semences. Et là, c'est le jade. Le jade, c'est une pierre de puissance, de pouvoir. Et là, la femme va retrouver vraiment sa pleine puissance, sa voix, ses envies, ses désirs. Elle va sentir que, waouh, tout est possible. Et souvent, les femmes qui font ce rituel, quand elles arrivent au rituel du jade, elles créent des nouveaux projets, elles sèment des nouvelles idées ou des nouveaux concepts dans leur vie. Et puis ensuite, donc ça, c'est 3 mois de jade. Là, on sème, on plante des arbres, on sème beaucoup plus d'intention et parce que le jardin, ça y est, il est propre, il est prêt, quoi. Et puis, on a mis plein d'engrais. Et le 3e rituel, c'est avec l'œuf de quartz rose. Et là, le quartz rose, c'est l'amour inconditionnel à soi-même. C'est le jardin d'Éden, je dirais. C'est vraiment, voilà, tu as droit à tout, en fait. Tu as droit de manger tous les fruits des arbres, tu as le droit de récolter tout ce que tu as semé dans ce jardin d'abondance et de puissance. Et là, c'est la puissance à travers ce qu'on appelle la vulnérabilité de l'amour inconditionnel, qui en fait est notre plus grande force à nous les femmes. Et c'est là où on touche le divin féminin. C'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est 9 mois de grossesse, effectivement, d'un processus qui nous embarque dans de la magie, je dirais, dans de la transformation intérieure et dans une transformation extérieure de notre monde. Et c'est là où j'en reviens à ce que à ta vision aussi, tu vois, parce qu'une femme, quand elle transforme des choses à l'intérieur d'elle, n'importe quel être humain, mais une femme, je pense que c'est encore plus puissant. Je ne sais pas pourquoi, mais pourtant, je dis toujours, la femme est la créatrice. Je pense que c'est une histoire de matrice. Alors, d'après ce que j'entends, là, moi, je verrais bien ça commencer en hiver, après passer au printemps avec le jade et puis à l'été avec le quartz rose. Est-ce qu'on peut démarrer ça à n'importe quel moment de l'année ou ça serait bien de finalement se préparer pour travailler avec les saisons aussi? Mais c'est intéressant ta question parce qu'en fait, moi, je suis en France en ce moment et je suis en train de vivre les saisons. Ça faisait 30 ans que je ne vivais plus les saisons. En Amérique centrale, là où je suis, au Costa Rica, il y a une saison sèche et une saison des pluies. Mais les arbres ne perdent pas leurs feuilles, le froid n'est jamais là. Donc en fait, là, je suis en train de me rendre compte effectivement à quel point les saisons dans le vieux continent sont importantes, même en Amérique du Nord d'ailleurs, hein, au Canada, tout ça. Mais le rituel fait en Amérique centrale, je dirais, n'est pas du tout relié aux saisons. Donc, peut-être effectivement qu'une femme en France ou en Europe va plus ressentir le besoin de faire son rituel au printemps, peu importe quand d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est une bonne idée et une bonne remarque. Là, il y a un rituel qui vient de démarrer. Il a démarré il y a 1 mois à peu près. Et il va donc se terminer fin décembre, début janvier. Je vais en réactiver un nouveau au mois de janvier. Donc, les femmes qui veulent commencer en hiver par rapport aux saisons et à ce que tu me dis, là, ça serait fantastique, en fait. Ouais, donc, super idée. Donc 3 mois, c'est-à-dire janvier, février, mars, pour le psy.
On va passer au côté pratique. Donc, on ne prend pas des œufs percés, c'est-à-dire des œufs qui ont un trou avec une ficelle, parce que finalement, l'œuf, il a souffert, comme toutes les pierres. Il faut mieux prendre des pierres brutes que des pierres taillées. Mais alors, ce que je me pose comme question, moi, j'en ai acheté quelques-uns, des œufs, est-ce que c'est leur forme d'origine? Non, ils ont été travaillés quand même, ils ont été taillés. Ils ont été taillés. Ils ont été taillés. C'est très difficile aujourd'hui de trouver des œufs taillés en pleine conscience. Il y a tellement de commerce de fait par rapport à la lithothérapie et aux pierres, malheureusement. Mais bon, moi, l'œuf d'obsidienne que j'ai, je l'ai acheté, il vient du Mexique, et ce sont des hommes, d'ailleurs, chamans du Mexique, qui taillent l'obsidienne pour la femme. Et ça, je trouve ça magnifique, en fait. Donc, c'est des œufs qui sont taillés par l'homme à la main de l'homme. La plupart des œufs qui sont trouvés dans le commerce aujourd'hui, ce sont des œufs qui sont taillés par la machine, qui n'ont pas reçu les intentions, parce que ça n'a rien à voir. Un chaman qui va tailler un œuf qui va être porté par une femme dans un rituel, l'énergie et les intentions ne sont pas du tout les mêmes. Une pierre qui a été touchée par 50 000 personnes avant d'être vendue dans un magasin, et qui a été façonnée en œuf pour le commerce, en fait, pas pour un rituel. Donc, oui, le choix de l'œuf est très, très important. Et moi, personnellement, je ne vends pas d'œufs, parce que je peux faciliter l'achat d'un œuf, mais je ne veux pas en faire un commerce personnellement. Je considère que c'est une médecine qui est sacrée, et je ne veux pas commercialiser de la médecine. Voilà, c'est mon choix. Par contre, je peux mettre en relation quelqu'un pour trouver un œuf. Et cette personne, ces chamans qui taillent les œufs, ils reçoivent en échange, oui, ils reçoivent de l'argent, ils reçoivent quelque chose, mais une fois de plus, c'est pas du tout la même démarche. Donc, ça, c'est pour l'histoire de l'œuf par lui-même. Tu conseilles de les mettre la nuit et qu'ils redescendent tout seuls dans la journée, mais on en a déjà discuté un peu avant cette émission. Il y a des femmes qui vont conserver leur œuf, il va redescendre que 2, 3 jours après. Ouais, ça peut arriver. Et en général, ça arrive quand il y a quelque chose qui est en train de se travailler à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire une énergie, une émotion, c'est me répéter, une énergie qui doit être nettoyée. Et l'œuf, c'est comme si l'œuf avait une intelligence intrinsèque qui fait qu'il veut rester là. Et des fois, il reste effectivement une journée, 2 journées, 3 journées, 3 nuits et 3 jours pour continuer, et il ne s'ennuiera que quand le nettoyage spécifique de cette énergie sera fait. Alors, ça n'arrive pas à toutes les femmes, hein. C'est dans mon expérience. Moi, par exemple, ça ne m'est jamais arrivé que l'œuf reste plus d'une nuit et quelques heures dans la matinée. Mais oui, j'ai eu des femmes en rituel qui ont gardé l'œuf des fois 3 jours, 3 nuits. Et elles savent, elles comprennent, parce que je crois qu'il y a aussi quelque chose qui a à voir avec la foi. Quand on va vers ce rituel, on rentre on saute dans le vide et le filet apparaît. En gros, c'est ça, mais c'est surtout qu'il faut avoir la foi dans ce rituel. On ne fait pas un rituel sans avoir la foi. C'est quelque chose de spirituel, ce rituel. Donc, à partir du moment où on n'est pas là pour travailler notre périnée, même s'il va se travailler, parce que ça fait partie de ce qui va se faire. Moi, je dirais c'est la cerise sur le gâteau, travailler le périnée, travailler la libido ou travailler la lubrication, ça se fait de toute façon. Mais c'est pas ça. Le rituel n'est pas fait pour ça. En tout cas, ce que je propose, c'est pas fait pour ça. On va l'obtenir comme un bonus, mais le fondement du rituel, c'est quelque chose de spirituel. Et dans toute spiritualité, il faut la foi. Donc, si on a la foi, on y va. On y va, et c'est pour ça aussi qu'on est accompagné. On est accompagné par, moi, quand j'accompagne les femmes, je leur explique, ne vous inquiétez pas, mais est-ce que l'œuf peut se perdre à l'intérieur de moi? Non, il va pas se perdre. Au pire des cas, il est collé contre le col de l'utérus et il est niché. Il est dans son nid, il travaille quelque chose qui a besoin d'être travaillé. Ayez confiance, ayez la foi. Et ça se passe très, très bien. Par contre, oui, ça peut faire peur. On se dit, oulala, où est-ce qu'il va aller l'œuf? On va jamais ressortir. C'est pour ça qu'il est vendu avec des ficelles pour pouvoir le ressortir. Donc, pour les femmes Oui, qui mais ont peur. il est aussi surtout vendu avec des ficelles
pour justement faire des exercices avec les ficelles, c'est-à-dire exercer le périnée à le rentrer, le sortir, le rentrer, le sortir, le rentrer, le sortir. Et donc, c'est vraiment pour faire un travail, moi je dis comme un jeu en fait, de le faire rentrer, de le sortir, de le faire rentrer, de le sortir. Et c'est pour ça qu'il est vendu avec des ficelles, parce que voilà, c'est autre chose. Troisième partie, dernière partie de cette Au-delà du miroir, où nous allons très très loin ce soir, au cœur même de nos entrailles, avec Sophie Hardy. Nous parlons plus spécialement de chamanisme, mais aussi des œufs de yoni. Sophie, sur votre site internet, il y a des photos sur la partie œufs de yoni, où on voit un tas de jeunes femmes nues dans la nature. C'est vos initiations, Oui. ça? Tout le monde va aller visiter votre site, hein. Oui, en fait, moi je considère que le corps, c'est notre ancrage à cette vie, à cette expérience. Et le corps est un temple. J'invente rien en disant ça, ça vient pas de moi non plus, hein. C'est simplement que quand on va travailler le féminin sacré, quand on travaille notre utérus et notre temple sacré, on travaille aussi le corps. Donc, il y a beaucoup d'exercices que je fais faire pendant le rituel et que je fais faire aussi pendant des immersions. Là, j'ai une petite immersion à Brocéliande dans pas longtemps, que des femmes. Et je ne sais pas si on va se mettre toutes nues au mois de novembre à Brocéliande dans la fontaine. En tout cas, voilà, il y a beaucoup Elle est trop petite pour qu'on aille se baigner dedans. Elle est minuscule, la fontaine. La fontaine de Jouvence. Oui, oui, Elle est oui. toute petite. Et moi, je vais plutôt aller à Barenton. Je préfère personnellement la fontaine de Barenton. Je me sens beaucoup plus connectée à cette fontaine. Et en fait, oui, je fais faire beaucoup de choses. Et pendant les immersions que je propose aux femmes pour justement travailler sur leur féminin sacré, leur utérus, leur corps, leur voix, eh bien, très souvent, il se passe des choses assez insolites, comme par exemple, on se met toute nue, on commence à se peindre les corps, et il y a quelque chose de beau et de sacré là-dedans. Et dans nos traditions, dans nos cultures à nous, même si la femme, surtout les Françaises, on a quand même la notoriété de ne pas être pudique et d'être bien dans notre sexualité, dans nos corps, et ben, c'est pas du tout le cas. C'est ça qui est complètement dingue. C'est que je me rends compte depuis toujours et que la femme, en fait, n'est pas forcément incarnée dans son corps, ne l'habite pas forcément. Et si on n'habite pas notre corps totalement et qu'on ne l'aime pas inconditionnellement, avec ses petits bourrelets, avec ses rides, avec ses vergetures, avec ses cellulites et tout ce qui s'ensuit, ou pas d'ailleurs, eh bien, c'est très difficile d'arriver à s'aimer inconditionnellement. Et le divin sacré, c'est vraiment rentrer dans l'amour inconditionnel de soi-même. Donc pour moi, le travail du corps est très important. Alors, Brocéliande, c'est en novembre, c'est quand? C'est le 19, le 20 et le 21 novembre. Alors, il y a plein de curieux qui vont aller voir ce qui se passe à côté de la fontaine de Barenton. Ah, oui, et puis l'arbre d'or aussi, on va aller faire des petits rituels de femmes Moi, je dis toujours, c'est des rituels de sorcières, c'est en fait réveiller nos mémoires anciennes. C'est se retrouver entre femmes, c'est le cercle de femmes, j'en parle aussi dans mon livre. C'est très important de savoir que on n'est pas seul, on n'est pas seul, voilà. Et dans le temps, la femme a toujours été en cercle de femmes et dans notre tradition moderne, le cercle de femmes s'est complètement désintégré et les femmes ont vu les autres femmes comme des rivales, des dangers, c'est terrible parce qu'en fait, c'est tout le contraire. La force d'un cercle de femmes, la force des femmes lorsqu'elles se réunissent, je pense qu'il y a rien d'aussi puissant que ça. Et quand des femmes se réunissent et qu'elles font des rituels avec des intentions, waouh, là, ça change le monde. Et on va le changer, là, le 19, 20 et le 21 novembre. Les rituels, ils vont être forts. Alors, c'est 3 jours, donc c'est 3 jours dont 2 nuits, c'est ça? Oui. 3 jours dont 2 nuits, et il y a une possibilité de vous retrouver sur votre site sophiehardy.org, www.sophie, comme le prénom, tout attaché avec hardy, hardy.org.
On vous retrouve, il y a de quoi vous contacter sur votre site. Comment ça se passe? Parce que c'est une forêt qui est ouverte au public, donc je pense que vous ne pouvez pas vous mettre nu comme ça dans une forêt, même si ce n'est pas au mois de novembre. Non, on va pas se mettre nu dans la forêt, je pense pas, parce que en plus, moi, je suis très frileuse, donc je risque pas, je risque pas d'être la première à faire ça. Par contre, ça tombe en plein dans la pleine lune, donc le 19 novembre, ça va être la pleine lune. Ça va être, là, on va faire des choses. Je pense pas qu'on va se mettre à poil, effectivement, mais on va peut-être faire les louves. Il va se passer des trucs, ça c'est sûr. Comment me contacter? Alors, à travers la page, oui, c'est sûr. Par contre, dans ma page web, il n'y a rien sur ce week-end. Je crois qu'il vaut mieux me contacter directement par mail. Et puis, avec mon téléphone aussi, le WhatsApp, c'est le plus 506 87 18 43 31. Et c'est vraiment, voilà, on attend 16 femmes. Moi, j'attends 16 femmes, je suis la 16e. Alors, je n'ai pas vraiment fait de publicité parce que je sais que ça va venir tout seul. Je sais que l'appel est lancé et puis les femmes qui écoutent l'émission, elles vont aussi l'entendre. Mais il y a déjà 3 inscrites. Et puis, j'ai une amie très chère que j'ai rencontrée au Costa Rica qui va m'aider pour ces 3 jours. Elle va nous aider à intégrer les enseignements, intégrer les rituels, intégrer les invocations et tout ce qu'on va faire à travers le corps. Donc, elle va nous donner un peu de yoga tous les jours. Pas un yoga compliqué, mais un yoga d'intégration, de respiration, de méditation. Et puis, on va avoir la chance d'avoir un massage aussi pendant le séjour. Donc, ça, c'est cool. C'est le petit bonus. On va certainement beaucoup pleurer, on va certainement beaucoup rire, et puis on va se rendre compte qu'on va réveiller des mémoires, on va se rappeler de qui on est vraiment. Donc, il y a aussi une adresse mail, c'est S comme Suzanne, M comme Marie, P comme Patrick. Vous ajoutez après Hardy, Hardy, @gmail.com, ce qui donne SMP, HARDY, @gmail.com. C'est limité à un nombre de personnes? Ouais, 16 maximum. Donc, il reste encore de la place. Il reste de la place, ouais. Bon, pour en revenir au début de l'émission, donc sur cette vision d'œuf cosmique, hein, puisqu'il y a certaines religions, enfin certaines traditions qui disent qu'il y a un œuf cosmique au départ. Je pense que tout vient de l'œuf. Enfin, franchement, nous, on était un œuf au départ dans le ventre de notre mère. Cet œuf, c'est quand même toute une symbolique, tout un ouais. symbole. Ouais. J'ai d'ailleurs fait un dessin. Je suis en train de faire des dessins aussi pour le livre que j'écris. Et ce sont des dessins que je canalise. J'ai fait un très beau dessin sur, enfin moi je le trouve très beau, sur justement la symbolique du lignage et de l'œuf. Quand on pense, et ça c'est complètement fou, quand on pense que lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, nous portions déjà nos œufs. Oui, c'est-à-dire que la petite fille, elle vient au monde avec tous ses œufs. Voilà, et surtout la grand-mère, donc ta grand-mère, Joël, ou ma grand-mère, elle était déjà connectée avec notre énergie lorsqu'elle portait notre maman dans son ventre. Et là, il y a quelque chose de complètement mystérieux, magique et du lignage féminin. Okay, c'est complètement dingue en fait. Et en même temps, l'autre jour, je me suis dit, mais je me souviens, ok, je connais le nom de ma grand-mère, je connais le nom de ma mère, mais est-ce que je me souviens du nom de mon arrière-grand-mère, qui était cette femme druide très connue en Bretagne? Eh ben non, je m'en souviens pas de son prénom. Donc, je porte en moi l'énergie de 3 générations, la mémoire vive et vivante de 3 générations, et j'ai commencé à demander aux femmes autour de moi, est-ce que vous vous souvenez du nom de votre grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère? Eh ben non. Et ça nous met quelque part face à quelque chose d'assez dingue. C'est dans 2 générations, on sera oublié. Alors on est quoi, en fin de compte? On est des œufs. On est des œufs. On est Voilà. des œufs. Alors, ce qui me fait drôle avec l'œuf, c'est qu'il ne tient pas debout tout seul. Ah, Ben oui, on ne peut pas mettre un œuf debout tout seul, à moins de lui casser, comme ils font, de lui casser un peu. Mais un œuf, ça ne tient pas debout. Il faut et ça tient couché. C'est quand même extraordinaire. C'est qu'un œuf, il faut, comme tu le disais tout à l'heure, un support pour pouvoir le remettre le lendemain soir. Quand on réfléchit à ça, c'est quand même drôle. Il est toujours couché. et moi, je considère que notre
Terre, la planète, c'est un œuf. Un œuf en suspension, peut-être dans un utérus gigantesque. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que je l'appelle l'univers à l'intérieur de nous. C'est l'univers, en fait, avec des planètes, avec des œufs qui sont en suspension, et puis des étoiles filantes. C'est ça. Voilà, pour moi, c'est ça. Et c'est le microcosme dans le macrocosme, en fait, et le macrocosme dans le microcosme. Selon la culture chamanique indigène, nous ne sommes que des poussières d'étoiles. Donc, je trouve que c'est très bien dit, en fait. Ouais, alors pourquoi faut-il se méfier des dangers des fast-food spirituels? Parce que c'est la grande mode, hein, ces audionies depuis 2-3 ans, là. Ouais, on en a parlé un petit peu l'autre jour et moi, le mot fast-food, c'est vraiment ce qui est venu à mon esprit, quoi. C'est du fast-food spirituel, c'est-à-dire on nous vend de la malbouffe dans les fast-food. On nous vend de la nourriture qui ressemble à de la nourriture, mais en fait, c'est pas de la nourriture. Et ben là, c'est un peu pareil. On nous vend de la spiritualité qui n'est pas de la spiritualité, en fait. Se mettre un œuf à l'intérieur du vagin en disant choisis la couleur de ton œuf ce matin et mets-le dans ton vagin et puis amuse-toi à tirer sur les ficelles. Pour moi, ça, c'est pas de la spiritualité. Alors, je suis peut-être très dure. Voilà, moi, je suis très, très attachée au chamanisme et à des valeurs très, très profondes qui sont ancrées en moi. Et je ne peux pas accepter du fast-food, en fait. Et moi, j'ai des femmes qui viennent, et j'en ai encore deux l'autre jour, qui m'ont dit j'ai envie moi, c'est trop dur, l'œuf d'obsidienne. Est-ce que je peux faire le rituel avec un œuf de je ne sais pas? Je dis non, je suis désolée. Si tu veux faire le rituel, c'est d'abord l'obsidienne. Il y a une logique là-dedans. Et on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et quand on fait les choses bien, quand on respecte le sacré et ce que nos ancêtres, depuis des milliers d'années, font, eh ben, ça fonctionne. Alors, bon, après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Alors, Mais il y a plusieurs tailles. Il y en a des petits, des moyens et des gros. alors ça, c'est encore une autre histoire. Moi, par exemple, j'ai commencé le rituel, j'ai 5 enfants, donc là, mon vagin, il était quand même, et mon périnée, il était quand même pas en super état. J'ai commencé avec un œuf. Quand j'ai commencé le rituel, j'avais déjà 3 enfants, donc j'ai commencé avec un petit œuf, en fait. Pourquoi? Parce que le poids de l'œuf est quand même assez lourd. C'est une pierre, donc ça va forcément, la pesanteur va forcément le faire sortir dès qu'on va être en position verticale. Donc plus l'œuf va être lourd et plus ça va demander au périnée une force que après des années d'avoir eu des bébés, on n'a plus. Donc, il faut commencer avec un petit œuf quand on a eu des enfants. Par contre, si on n'a pas eu d'enfants, ou si on a un vagin et un périnée qui sont très toniques, on peut commencer avec un gros œuf. Moi, aujourd'hui, j'ai un gros œuf d'obsidienne. Je l'ai depuis une dizaine d'années maintenant. Je travaille l'œuf de jade personnellement avec un œuf moyen. Et mon œuf de quartz rose, c'est un gros œuf aussi. Mais voilà, j'ai commencé avec un petit œuf d'obsidienne. Donc en fait, on peut évoluer, on évolue. Et moi, quand la femme décide de faire ce rituel, on a une petite conversation sur quel œuf elle va choisir aussi. Et une fois de plus, je dis toujours, connectez-vous à votre intuition. C'est hyper important. Ça, c'est vraiment notre antenne. Notre plus grande force, c'est notre intuition. Donc, si intuitivement, on sent qu'on doit prendre un œuf moyen, eh ben, on y va. On prend l'œuf moyen. Mais si ça fait un peu peur, si intuitivement, c'est un petit œuf qui vient à nous, parce que c'est souvent l'œuf qui nous choisit, c'est pas nous qui choisissons l'œuf. Moi, mon premier œuf que j'ai eu sur ce marché, c'était un petit œuf. Et c'était parfait, en fait. C'était mon œuf. Je rappelle le site, c'est www.sophiehardy, tout attaché à rdy.org, et le mail smpardy@gmail. Ah oui, très important, sur l'âge des participantes. Est-ce que ça s'adresse à des jeunes filles, des femmes ados, des femmes mûres, des femmes ménopausées? Est-ce qu'une femme ménopausée, par exemple, peut aussi utiliser ce genre d'œuf? Ça s'adresse à tout le monde? Ça s'adresse à toutes les femmes.
Et dans mon livre, d'ailleurs, je dis que je continuerai jusqu'à la fin de ma vie à proposer ce rituel. D'abord parce que je suis complètement amoureuse. À chaque fois, je le fais moi-même et j'ai des expériences extraordinaires et je vais encore plus loin dans mes ressentis de femme et dans mes visions et j'aiguise et j'affûte encore plus mes intuitions et ma puissance. Mais ce rituel, il s'adresse à toutes les femmes et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à le faire. Moi, je ne recommande pas à une femme qui n'a jamais eu de relation sexuelle de porter un œuf, mais une jeune femme qui veut démarrer le rituel, on peut travailler avec l'œuf à l'extérieur de nous. On n'est pas obligé de le mettre à l'intérieur du vagin. Si la femme n'a pas encore eu de relation sexuelle, moi, je préfère qu'elle travaille avec l'œuf à l'extérieur d'elle. Mais à partir du moment où on a déjà eu une expérience sexuelle, on met l'œuf à l'intérieur de notre vagin. Et ça va nettoyer, ça va nettoyer, ça va nettoyer. Voilà. À l'extérieur, c'est dans la poche du pantalon, c'est où? Eh ben, à l'extérieur, ça va être beaucoup plus doux, évidemment, mais ça va être par exemple posé sur notre peau, sur notre ventre, dormir avec, sous l'oreiller. Alors, on va faire des rêves, En général, l'obsidienne, ça représente le miroir, ok. Ça représente avoir plus de clarté aussi dans nos visions. Donc, une femme qui va dormir, et même pendant le rituel, une femme qui a ses règles et n'a pas envie de porter son œuf, ou qui a porté l'œuf pendant 1 mois et demi et qui a envie d'un break, De dormir. elle va... Non, non, on dort très bien. Non, 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 moi je porte mon œuf régulièrement et on dort très très bien. Par contre, on fait des rêves très puissants. On fait des rêves prémonitoires, beaucoup. On fait des rêves lucides. Et c'est extraordinaire d'écrire nos rêves. Moi, de mes rêves, je fais des dessins. Enfin, c'est incroyable. Mais cette femme qui a besoin de travailler avec son œuf à l'extérieur peut très bien mettre son œuf sous l'oreiller et l'œuf continue à travailler à partir du moment où on est connecté à son œuf. Même s'il est à l'extérieur de nous, il va quand même travailler pour nous. Par contre, quand on le met à l'intérieur de nous, là, il y a une puissance effectivement qui est activée et qui ne s'active pas quand l'œuf n'est pas porté. Alors, relation sexuelle avec l'œuf, au mieux pas. Bah, ça dépend. Alors, ça dépend. Là, il y a une fois de plus, si on est dans ce chemin, dans ce parcours du divin féminin, et que notre partenaire le comprend, le soutient, voire veut être actif dans ce parcours, parce que lui-même, il rentre dans son divin féminin et donc dans son divin masculin, eh bien, le partenaire peut très bien, par exemple, apporter l'œuf à la femme quand elle se met au lit, même voir l'insérer à l'intérieur du vagin de la femme. Et il est possible d'avoir une relation sexuelle en portant un œuf. Par contre, ça ne doit se faire que dans le cadre d'une relation extrêmement consciente, extrêmement douce, évidemment. C'est presque du tantra, je dirais. Donc, évitons une relation sexuelle avec un œuf si c'est pour faire ça, on va dire, d'une façon traditionnelle ou voire forte, parce que là, l'homme risque de se faire très mal. D'accord. Parce qu'il va cogner contre une pierre. Oui, donc il faut quand même le prévenir. C'est beau d'ailleurs, et je pense que ça apporte une conscience à l'homme de savoir ce que la femme avec qui il est fait pour elle-même et quand je dis pour elle-même, c'est aussi pour le collectif, et que cette femme qui est dans la conscience, parce que ce sont des femmes qui sont dans la conscience qui font ce rituel, et que cette femme qui est dans la conscience ouvre la conscience de son homme, mais c'est magnifique en fait. Oui, ce que tu me disais aussi, c'est que au moment où l'œuf ressort, quelquefois, ça peut faire un peu comme un accouchement. Ça peut faire comme un accouchement. Moi, il y a des moments où je sens mon œuf sortir et je reçois des messages en même temps. Ouais. C'est pas douloureux. Non, pas du tout. Normalement,
porter un œuf, le mettre à l'intérieur de soi et qu'il sorte, normalement ne provoque aucune douleur. Si c'est bien fait, mais ça, une fois de plus, il faut y aller doucement, il ne faut jamais forcer ni l'entrée ni la sortie. L'œuf doit sortir tout seul. C'est pour ça que ça peut être très... Enfin, moi, je considère que la pratique d'un œuf avec des ficelles, comme c'est proposé un petit peu partout, peut être très dangereuse. Parce que si c'est dans le but de faire travailler le périnée, il faut vraiment le faire avec un spécialiste. Il faut vraiment savoir comment le faire. Sinon, on force et ça peut créer des traumatismes, justement. Donc, ne jamais forcer ni l'entrée ni la sortie. On ne met jamais les doigts à l'intérieur du vagin pour aller chercher l'œuf au fond du vagin et essayer de le sortir. Il faut laisser les choses se faire toutes seules, en fait. Et quand on introduit l'œuf, c'est un moment de recueillement, c'est un moment où on va aussi introduire une intention. Moi, quand je mets mon œuf le soir, même si tout mon rituel comporte une intention personnelle et collective, à chaque fois que je mets mon œuf le soir, je porte une intention à l'intérieur de moi. C'est comme planter une graine. Je mets une graine dans la terre. Et il y a une intention. Donc, il faut le faire avec respect. Il faut le faire si on a besoin de mettre un petit peu d'huile de coco, eh bien, on le met, mais on ne force jamais. Et on va sentir l'œuf, il est complètement happé au bout d'un moment. À force de le faire, moi, maintenant, le mien, il est happé vers le fond. Il est content de rentrer à la maison. Donc, nous sommes le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints, quand l'émission va passer. Ouais. Qu'est-ce que cet œuf pourrait bien faire dans une émission imprévue? Ça, c'est une bonne question. Alors, je ne m'y attendais pas à cette question. Qu'est-ce qu'une émission sur l'œuf pourrait avoir ou co-créer le jour de tous les saints? Wow. Eh ben, peut-être une conscience vers le sacré, parce que les saints, on les appelle les saints parce qu'ils ont porté une parole sacrée, ils ont fait un acte qui est relié au sacré, et ce rituel est définitivement relié au sacré. Donc je pense que c'est ça. Sainte Yoni, Sainte Yoni, Saint-œuf de Yoni, voilà. Oui, c'est quand même le lendemain, la fête des morts, c'est-à-dire, c'est peut-être une renaissance aussi. Oui, bah, c'est surtout en plus dans la cosmovision chamanique, la fête des morts. Il y a des rituels de passage justement par rapport à la mort que moi je propose dans mes immersions chamaniques. Alors ça, c'est des immersions qui durent plus que 3 jours, hein. C'est des immersions qui durent 15 jours. Et là, on fait des rituels de passage, et un des rituels les plus puissants et on ne peut pas passer à travers quand on travaille avec des peuples chamaniques, c'est le rituel de la petite mort. Et en fait, la mort que on voit comme quelque chose de dramatique, de difficile. Voilà, il y a une connotation douloureuse et de souffrance par rapport à la mort dans nos traditions et dans notre culture. Pour les peuples chamaniques, la mort, c'est tout le contraire. C'est une transition. C'est comme la naissance, en fait. C'est l'œuf qui continue. Et c'est source de joie, c'est source d'accomplissement, c'est source de célébration. Mais vraiment. Et quand quelqu'un meurt dans un peuple chamanique, on fait une grande fête, hein. On ne pleure pas. Au contraire. Et on célèbre la vie de la personne, sa vie terrestre. Très souvent, d'ailleurs, le corps ensuite est enterré pendant 9 mois dans une tombe temporaire. Et ensuite, au bout de 9 mois, c'est un peu comme la transition dans le ventre de la mère pendant 9 mois. Et ensuite, on refera une grande fête. Et là, on redonnera le corps définitivement à Gaïa, à la terre, à Pachamama. Mais oui, la mort, c'est quelque chose de très, très beau. C'est un passage. C'est simplement un passage. C'est laisser notre enveloppe charnelle ici et continuer le voyage dans les étoiles, parce que nous sommes sur une étoile aussi, hein. On flotte au milieu de l'univers, il ne faut pas l'oublier. On flotte. Merci beaucoup, Sophie Hardy. Merci beaucoup. Merci à toi, Joël.